qu'on m'a souvent rabâché que j'étais pas assez lourd. Et ça a été beaucoup de remises en question parce que jusqu'à mon pas si longtemps, jusqu'à même à Brive où voilà, le coach me posait toute la question combien tu pèses, combien tu pèses. Donc ça n'a pas toujours été facile et au moment où j'ai réussi à basculer et à faire abstraction de ça, bah, j'ai réussi à me libérer et à être un meilleur joueur de rugby, je pense. One, two. Trio. Allez, c'est le clap. Nous revoilà donc dans le studio ici, à Toulon, avec Esteban Abadi, troisième ligne du rugby club toulonnais. Esteban, merci de nous accueillir, passer un petit peu de temps avec nous. Si tu devais te présenter en quelques mots, comme ça, tu dirais quoi? Esteban Abadi, voilà, 27 ans, troisième ligne au RCT et voilà, hyper heureux d'être ici. Bon, et en plus toulonnais pour, on va dire, pour encore quelques années, puisque tu as re-signé. Ouais, j'ai prolongé 3 ans là, au début de saison, donc une super nouvelle, hyper content de prolonger mon aventure ici et de profiter voilà, de ce beau cadre de vie. Et en plus, on a un bon projet au niveau du club, donc hyper heureux. C'est sympa en tout cas de t'avoir. Moi, ça me donne un petit coup de vieux, parce que bon, j'étais coéquipier de ton papa au Stade Français, donc c'est vrai que ça me rajeunit pas, et à la fois ça me fait très plaisir de parler avec toi, parce qu'on se connaît peu, et je te suis depuis bien sûr le début, et je trouve que c'est sympa. Tiens, pour mieux connaître le sportif que tu es, un petit questionnaire au départ, voilà, qui serait un questionnaire de sport. Si tu étais un sport autre que le rugby, tu serais quel sport? Je vais dire le surf et le bodyboard, parce que j'ai grandi du coup toutes mes vacances sur le bassin d'Arcachon grâce à ma famille. Et je passais mes étés du coup sur la plage à surfer et j'ai grandi avec ça, donc je me suis fait plein de potes à l'époque et c'est une passion que j'ai toujours gardée, donc je continue à faire l'été ou même ici maintenant un petit peu comme j'habite au bord de l'eau, donc je partirai sur ça. À la Saly. À la Saly, exactement, pour les connaisseurs. Voilà, et ouais, pour les connaisseurs, effectivement. Et enfin ici, c'est plutôt l'hiver alors parce ouais, l'hiver, ouais. L'été, il n'y a pas grand-chose. Mais même l'hiver, il n'y a pas grand-chose, mais c'est vrai que tu arrives à 2-3 fois à pouvoir surfer et c'est cool quand même. Bon, c'est contractuel, là, tu as le droit de surfer Ouais, après, je le dis pas trop, j'y vais vraiment de temps en temps pour déconnecter. Bon, ça fait du bien. Si tu étais un champion, tu serais qui? Un immense champion qui a marqué l'histoire du sport. Pour rester dans du français, Teddy Riner, je pense. Teddy Riner, parce que moi, il fait pas un sport collectif comme moi, mais bon, ce qu'il a réussi à faire dans le judo et pour la France, c'est assez exceptionnel sur sa longévité. Et quand tu vois même ce qu'il a réussi à faire encore au JO de Paris, c'est vraiment un immense champion. Les JO de Paris, tu les as suivis comment? Télé? À la télé, ouais, parce qu'on était ici, nous. Toi qui es parisien? Moi qui suis parisien. C'était dur de les suivre à la télé? Dur, oui et non, parce que bon, on avait repris la saison et on a quand même la chance de vivre ici à Toulon, mais c'est sûr que ça m'aurait fait plaisir de monter, de pouvoir assister à quelques épreuves. Si tu étais un coach? Claude Onesta, je pense, parce que ce qu'il a réussi à faire dans le handball est assez exceptionnel, et même sur sa manière un peu de coacher, voilà, qui était un peu différente et qui a révolutionné un peu tout l'aspect du management, voilà, laisser beaucoup de responsabilités aux joueurs. Je trouve que c'est quand même un grand coach par rapport à ça. Si tu étais un président de club? On va dire Bernard Lemaître, parce que voilà, ce qu'il a apporté à Toulon et tout ce qu'il a mis en place ici, il arrive à pérenniser le club et à le faire évoluer, donc je vais aller pour Bernard. Ouais, et à sortir beaucoup d'argent de sa poche pour... Ouais, mais je ne me permettrai pas de le dire. Ouais. Non, mais il nous l'a dit ouais. Dans ce type d'interview, et je crois qu'il disait qu'en 6 ans, il avait mis à peu près une centaine de millions d'euros. Donc c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est surtout un bel outil de travail que vous avez aussi au quotidien. C'est sûr, on peut en profiter, c'est grâce à lui. Ouais, avec le RCT Campus. Si tu étais un club? Tu l'as dit, parisien, je vais être obligé de dire le PSG. Parce que, bon, je vais me faire des ennemis ici, parce qu'il y en a beaucoup qui supportent Marseille. Mais j'ai grandi à Paris, j'ai toujours supporté le PSG. Et avec la semaine dernière qu'on a passée, avec l'élimination de Liverpool et la victoire contre Marseille, en plus, ça tombe au bon moment. T'allais les voir, le PSG, au stade? Ouais, quand j'étais petit. Mon père, il m'y a emmené quelques fois. Et puis après, quand j'ai grandi, je continuais à y aller. Donc
Donc je suis pas un grand fan, on va dire, mais je regarde tous les matchs importants de Paris. Bon, si tu étais un stade? C'est contradictoire, mais le Vélodrome, c'est quand même assez exceptionnel pour y avoir joué avec Toulon l'année dernière et avoir fait joueur supplémentaire l'année dernière avec l'équipe de France. C'est quand même un stade assez mythique où voilà, l'ambiance résonne. Mais sinon, le Millennium à Cardiff, qui est aussi un stade mythique et exceptionnel. Si tu étais une émotion de sport? J'ai pas eu la chance d'être champion encore, donc j'espère le découvrir et j'espère pouvoir y répondre par ça. Mais l'émotion, je pense, c'est l'émotion d'avant-match, dans le vestiaire, un peu cette atmosphère un peu stressante, pesante, où tout le monde se prépare et tout le monde est concentré. Je pense que c'est un truc qui me manquera par la suite. Si tu étais un événement de sport? Les JO, je pense que même si le rugby en fait pas partie, je pense que c'est quand même le Graal dans le sport. Le rugby à 7, c'est pas du rugby? Le rugby à 15, excuse-moi. Excuse-moi parce que j'en fais pas et c'est un sport complètement différent, ça n'a rien à voir. Je pense que tous les joueurs à 15 ne seraient pas capables d'y jouer. Donc voilà, les JO de Paris ont montré que c'était quelque chose d'incroyable et ça reste dans la légende en tout cas. Mais t'as tout pour faire un bon rugbyman. Je parle pas pour moi. Hein. Non, mais, parce que j'y ai joué, ouais. Non, mais j'y pense. J'y ai joué. J'avais fait un match, j'avais fait une tournée en Australie, en Nouvelle-Zélande. À l'époque, un peu charnière où voilà, j'essayais de devenir basculer entre espoir et professionnel. Donc j'y ai goûté un petit peu et c'était vraiment un sport, c'était hyper dur. Bon, je suis quand même surpris. Dans ce premier questionnaire, tu me parles pas de basket. Pourtant, le basket, ça a marqué ton histoire familiale aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai ma mère qui a été basketteuse professionnelle, mon frère qui a joué, mon frère qui est un grand fan de basket, mes grands-parents qui ont monté leur club de basket dans la Sarthe. Donc là, j'aurais pu pour le champion, tu vois, j'aurais pu te parler de Jordan ou de LeBron James. Moi, j'ai choisi un Français, je suis resté patriote. C'est bien, c'est tout à ton honneur. Le basket, le sport, le surf, c'était pas le rugby ton premier sport? Non, je suis passé un peu par tous les sports. Donc comme je te dis, au début j'ai fait même de la natation pendant mes 15 ans je crois. Quand j'étais au collège, j'étais en sport-études natation. Je faisais du foot en même temps pendant 5-6 ans j'ai fait du foot. J'ai fait un peu de tennis, un peu de judo. Et je suis arrivé un peu au rugby sur le tard, je devais avoir 11-12 ans, où je continuais à faire de la natation en sport-études. Et puis au final j'en ai eu marre de la natation. Quand j'ai commencé le rugby, ça m'a plu directement. Et après je suis rentré un peu, voilà, il y avait toujours mon père qui m'y poussait un petit peu. Et après voilà, ça a été un coup de cœur. Quand tu dis que tu faisais sport-études natation, ça veut dire que tu avais quand même des bons résultats. On fait pas sport-études. Ouais, bah en fait, ça a moi, commencé. J'aurais voulu faire sport-études, j'aurais pas pu. Hein. Ça a commencé au bébé nageur. Mes parents ils m'avaient mis juste pour apprendre à nager. Et puis j'ai continué. Et au final, après, je suis rentré, entraînement tous les jours, compète, donc départemental, régional, et j'ai fini sur les championnats de France. C'était vraiment en compète, on s'entraînait tous les jours. T'étais dans quel club? Au Racing, la Gardère Paris Racing. Mais c'est un truc de barjot, c'est un sport, t'as 14 ans, tu t'entraînes 6 fois par semaine, tu dois t'entraîner à 6h du matin avant d'aller en cours, c'était pas pour moi. T'es pas du matin? Non, mais c'est un sport quand même qui est très ingrat et il faut avoir énormément de courage pour y arriver parce que c'est quand même, voilà, c'est pas un sport collectif, t'es tout seul dans ta ligne à compter les carreaux et ça peut être long, parfois. Ouais. C'était quoi ta nage de préféré? Quand t'es petit, tu fais un peu tout, mais j'étais plus à l'aise en sprint que sur les longues distances. D'accord, t'étais le Florent Manodou Non, pas jusqu'à là, on va s'arrêter. Mais tu faisais du crawl Ouais, un peu tout. D'accord. Donc la natation, quand tu avais compté tous les carreaux, tu as décidé d'arrêter. Ouais. Il y en avait combien de rue et Blé? Donc c'était la piscine de la Exactement, rue et Blé. Et après, on a fini plus à Beaugrenelle. D'accord. Quand rue et Blé, ça a fermé un peu pour travaux. D'accord. Mais voilà, j'ai passé du temps. D'accord. Ça t'apporte quoi, ce sport aujourd'hui? Bon, outre ta passion pour le surf et l'été, mais là, dans le rugby, par exemple, c'est quoi? Ça te donne une dimension cardio plus élevée que la moyenne? Je pense que ça a énormément travaillé mon cardio, parce que c'est une de mes forces où je suis quand même assez bon sur le cardio. Après, on s'est beaucoup foutu de ma gueule au rugby, parce que du coup, j'avais un physique de nageur avec des épaules larges et des cannes toutes petites, donc j'ai mis du temps à avoir un physique qui ressemble un peu plus à celui d'un rugbyman. Mais c'est sûr que sur le côté cardio et rigueur,
Je pense que ça a été une grande force pour moi. Ouais, c'est ça le secret du sportif avant tout, c'est la rigueur. Bah, c'est quand même hyper compliqué, hein. C'est quand même, voilà, quand tu sors, tu t'entraînes tous les jours, que l'hiver il fait 0, et que tu dois être foutu dans la piscine pour nager plusieurs kilomètres tous les jours, c'est quand même assez compliqué. Mais la rigueur aujourd'hui dans ton quotidien de rugbyman pro, c'est quoi? Enfin, c'est outre le fait d'être à l'heure à l'entraînement et. Bah, t'as tout, t'as aussi ton hygiène de vie, t'as aussi la rigueur aux entraînements que tu peux avoir, parce qu'il faut toujours que tu sois à 100%, et il y a des fois où tu as moins envie que certains jours, donc la rigueur elle va venir aussi de tes coéquipiers qui vont te l'apporter, toi tu dois aussi l'apporter à tes coéquipiers, et puis voilà, c'est un travail au quotidien, hein. C'est un travail, c'est pas, le grand public le voit que les matchs, que les jours, les week-ends, mais bon, c'est un travail de la semaine, et cette rigueur, il faut que tu l'aies depuis plus jeune âge pour y arriver. C'est-à-dire que là, par exemple, le jour de repos aujourd'hui, tu étais là quand même au club? Ouais, bah parce que voilà, c'est des plages où au final tu peux en profiter pour te reposer, faire des soins avec les kinés, surtout les petits bobos que tu as au fil de la saison, même des petites routines que tu as musculairement, donc quasiment tout le monde vient les jours de repos. D'accord, ça s'arrête entre guillemets jamais, cette rigueur-là. Dès qu'on peut, on l'arrête. Dès qu'on peut, on s'arrête parce que ça fait du bien de couper. Ouais. Mais c'est vrai que là, voilà, on va entamer un bloc de 15 matchs, donc c'est pas le moment de couper. Et puis on sort de vacances. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Ouais. Ça fait du bien quelques vacances. Donc, ce qui te fait basculer au rugby, donc il y a quand même, oui, l'hérédité. Tu subis cette influence-là ou Subir pas du tout, parce que mon père il m'y a jamais poussé, mais c'est vrai que voilà, j'ai grandi en allant voir mon père au stade. J'ai des souvenirs, voilà, mon père qui m'a amené dans les vestiaires quand j'étais petit, et d'avoir du rugby à la télé, de parler rugby avec les potes de mon père. Donc j'ai toujours baigné dedans, et je pense qu'au final ton inconscient il s'y est toujours intéressé, donc je m'étais toujours dit que j'avais envie, j'essaierai un jour. Je me suis pas pressé, et c'est vrai que le jour où j'ai essayé, bah, j'ai directement accroché, quoi. Donc tu as essayé au Racing? Ouais. Pourquoi pas le Stade Français? Parce que lui, il a terminé sa carrière au Stade Français. Ça a été la grande question. Ma mère voulait Stade Français pour un côté pratique, parce que c'était plus proche de chez nous, et que c'est malheureusement celle qui faisait tous les allers-retours à nous amener aux entraînements. Mais mon père voulait qu'on aille au Racing, parce que c'était une meilleure école de rugby à l'époque. Je pense peut-être un peu toujours. Mais voilà, c'était le choix de mon père, et du coup, ça a été comme ça. Ouais, il a été champion dans les deux clubs. Donc, ouais. Voilà, ça a été c'était un choix enfin un choix on va dire par excès, en tout cas, voilà, pour ton bien, voilà. Mais c'est vrai qu'il fallait y aller. C'était où, à Colombes? À Colombes. Nous, on habitait dans le sud de Paris, donc c'était minimum 1 heure de. Ouais. Donc voilà, pour ma mère, ça n'a pas été facile tout le temps. Donc là, tu commences quoi, en minime, enfin l'équivalent des minimes? Ouais, c'est ça, Benjamin. D'accord. Benjamin, donc après toutes les catégories jeunes, jusqu'au centre de formation. Où du coup, au centre de formation, on a basculé au Plessis-Robinson, qui était un peu plus proche de la maison. Et voilà, jusqu'à la fin du centre de formation, où sur mes 2 dernières années, j'ai basculé 2 ans avec les pros. Et puis, j'ai pas réussi à passer le cap là-bas. Voilà, la marche était un peu trop haute à l'époque, où j'avais fait qu'un seul match en pro. Et du coup, après, je suis parti à Brive pour avoir plus de temps de jeu. Ouais. Et progressivement, voilà. Quand tu commences le rugby, avant d'arriver au centre de formation et tout, tu sens que tu as des prédispositions qui te permettent d'espérer quelque chose, ou alors non? Non, clairement pas. Je pensais pas que je m'étais forcément avoir choisi le bon sport par rapport à mes qualités physiques. Parce que j'étais quand même assez fin et pas très costaud. Voilà, moi, le physique de nageur, et j'étais vraiment comme ça. Donc j'avais des qualités, je prenais plaisir, je courais vite, j'arrivais à faire la différence. Mais on m'a toujours un peu reproché mon gabarit par rapport au poste auquel je jouais. Donc on m'a souvent rabâché que j'étais pas assez lourd. Et ça a été beaucoup de remises en question, parce que jusqu'à pas si longtemps, jusqu'à même à Brive, où voilà, le coach me posait toute la question: combien tu pèses. Donc ça n'a pas toujours été facile, et au moment où j'ai réussi à basculer et à faire abstraction de ça, j'ai réussi à me libérer et à être un meilleur joueur de rugby, je pense. Ça veut dire que, entre guillemets, ça avait créé une forme de complexe? Ouais, parce qu'au final, on te met une étiquette sur la tête. J'ai toujours su me débrouiller dans toutes les catégories quand j'étais jeune, mais où
peut-être en tout cas, je répondais pas aux standards du haut niveau d'un troisième ligne où j'étais pas assez lourd, tu devais faire 110 kilos. Et du coup, je pense que ça m'a bloqué des portes à un certain endroit. On me disait, t'es très bon, etc. Mais tu peux pas passer parce que tu n'es pas assez lourd, quoi. Donc ça a été un frein, en tout cas, pendant très longtemps. Et ça l'est plus aujourd'hui, mais c'est un truc qui m'a pesé, ouais, énormément. Ça veut dire que tu fais 110 kilos? Non, toujours pas. Je les ferai jamais, je pense. Mais c'est vrai que tu as un gabarit, entre guillemets, un peu atypique, mais qui a l'air de revenir un peu à la mode, si je peux me permettre. Quand on voit le profil de Oscar Gégou, par exemple, c'est un peu ton type de gabarit, c'est-à-dire très longiligne, fin, mais très, très athlétique quand même. Totalement, je pense que le rugby il rechange un petit peu, mais une période où il y en avait très peu des troisième lignes dans ce profil-là. Voilà, tous les troisième lignes avaient des profils vraiment costauds, perforateurs. Et depuis, je dirais, les 3-4 ans, ça recommence à changer. Et quand tu vois le tournoi de Oscar, qui a fait un super tournoi, je pense qu'il a réussi à prouver à tout le monde que c'était pas une question de physique. Donc content pour moi et content pour tous les autres qui joueront. Mais c'est vrai que maintenant, on a de tous les profils, même maintenant les piliers, ça a énormément changé. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais petit, ça a été vraiment un frein et compliqué parce que les entraîneurs étaient fixés, étaient dans des cases et ils voulaient te foutre soit dans cette case, soit dans cette case. Et quand ils ne rentraient pas, même si c'était un bon joueur, c'était compliqué. Ça veut dire que tu as perdu parfois espoir ou enfin, ça t'a miné, entre guillemets, ou au contraire, ça a été un moteur? Ça a été un moteur à un certain moment, mais il y a des fois ça m'a miné où je sortais de l'entraînement en pleurant parce que les mecs ils te disent ils sont pas capables de te faire un compliment en te disant t'as fait un super match, mais regardez c'est Esteban qui pèse 70 kilos, qui met des plaquages en avançant et donc c'était toujours un compliment, mais sauf qu'il te rabaissait en disant toujours en appuyant sur tes points faibles. Et sauf qu'une fois, 2 fois, 3 fois ça va, mais sauf que quand c'est 1 an, 2 ans et que c'est toujours la même chose, c'est compliqué. Moi, je me suis retrouvé des fois à me peser tous les jours pour savoir si j'avais pris 100 grammes. Voilà, et heureusement, ça va, j'avais ma mère pour me dire que voilà, c'était une connerie que ça allait passer. Mais ça n'a pas été facile tous les jours. Hein. Tu dis, mais il me semble comme tu as fait des sélections jeunes. Le passage, on va dire, en pro a mis un peu de temps, mais quand même jeune, tu étais identifié, non? Ouais, non, mais c'est ce que je dis, j'ai pas du tout. J'ai été un très bon joueur de rugby jeune, j'étais capitaine des espoirs, après j'ai fait 2 sélections jeunes, donc je faisais partie du haut du panier, mais ça a toujours été une étiquette qu'on m'a collée et toujours été un frein dans certaines équipes. Je m'en souviens encore, hein, mais même en signant à Brive, sans pour citer le nom du coach, tous les jours, la seule conversation que j'avais avec lui, c'était combien je pesais. Et c'est grave d'arriver à ce point-là quand même. Parce que là, si je te demande ton poids, tu vas mal le prendre. Non, pas du tout, pas du tout, parce que maintenant que je joue et que j'ai réussi à prouver que j'avais le niveau et que j'étais un bon joueur de rugby, les gens me voient autrement, mais sinon, quand t'as pas joué et que t'arrives et que de passer la catégorie Espoir à Pro sans pouvoir te montrer, c'est compliqué. Tu fais ta formation au Racing, tu franchis les étapes, tu arrives à ce centre de formation là. Bon, on te dit t'es bon, mais t'es pas assez lourd. Non, très bien, ça s'est hyper bien passé. Franchement, ça m'a permis de me développer énormément et j'ai adoré mes 2 années avec les pros. J'ai pas réussi à passer le cap parce que j'avais pas le niveau et que j'avais des mecs internationaux dans mon poste. Il y avait Lauré, Bernard Leroux, Chris Mazoé. Donc j'avais une 3e qui était énorme et j'avais pas le niveau à l'époque. C'est pas du tout à cause du fait que... Mais c'est quelque chose qui m'a suivi un peu tout au long de ma jeunesse. Mais à un moment, on aurait pu te donner la chance. Quand on voit ce que tu as fait dès ta première saison à Brive, on peut se penser quand même qu'il y a eu un petit... Ouais, après, voilà, c'est toujours le fait de lancer des jeunes ou pas. Donc après, le Racing, c'est un club qui a lancé énormément de jeunes. Moi, c'est juste que j'ai fait un match, après, j'ai pas eu de nouveau l'opportunité de jouer. Mais c'est un club qui a quand même réussi à faire jouer énormément de jeunes, qui le fait toujours et qui a un très bon centre de formation. Donc c'est juste que je pense que c'était pas au bon moment. Tu apprends quoi pendant ces 2 ans là avec les pros au Racing, avec Mazoé, avec Lauré Tu apprends tout parce que tu passes de un peu... C'est-à-dire tu t'entraînes tous les jours avec eux, tu fais bouclier, ouais, opposition tu fais bouclier, opposition et tu es avec eux toute la semaine. Donc
Donc tu es entouré de stars, tu passes un peu de quand tu es espoir à un moment donné à être un peu le plus vieux des espoirs, à là être le petit jeune au milieu de toutes les stars. Il y avait des Carter, des Rocco Socco, des mecs avec qui je jouais sur la PlayStation et que je regardais à la télé quand j'étais petit. Donc d'être au milieu de toutes ces stars, ça te fait rêver et tu te dis que t'es pas loin, que tu touches un peu ton rêve du bout des doigts. Donc ça te fait évoluer, ça te fait... et moi, ça m'a fait énormément progresser. Il y a eu quand même, on va parler de ton papa, voilà, il s'est passé plein de choses. L'après-carrière de ton papa n'a pas été facile. En quoi ça t'a motivé pour jouer au rugby? Parce que ça aurait pu aussi t'en dissuader. Ça a été très dur au début. Et après, ça m'a motivé. J'en ai fait une force en acceptant ce qui s'est passé vis-à-vis de mon père. Et en voulant le rendre fier aussi, parce que voilà, il a été professionnel. Ça a été sa passion toute sa vie. C'est aussi la mienne actuellement. Et s'il joue actuellement, c'est aussi pour lui en grande partie. Et c'est une grande force. Après, je pense que le fait de partir du Racing, ça m'a libéré d'un certain point, parce que du coup, avec ce qui s'était passé, les gens me voyaient un peu comme le fils d'eux et avaient un peu cette pitié ou cette tristesse vis-à-vis de moi. Et c'est quelque chose dont tu n'as pas envie d'avoir et tu as envie de basculer sur autre chose et sur du positif. Et en partant du Racing, ça m'a un peu libéré de ce poids-là. Parce que voilà, au Racing, ben, je partais en entraînement, je voyais des photos de mon père tous les jours. Donc le fait de partir à Brive et que les gens ne sachent même pas mon histoire et ce qui s'était passé, ben, ça m'a libéré de ce poids-là et je pense que ça a été une très bonne chose. Donc on rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas ton papa, Geoffrey Abadie, il était capital dans l'acquisition du titre du Racing en 90, c'est lui qui fait basculer la partie juste avant la fin du temps réglementaire pour décrocher une prolongation grâce à une pénalité de très longue distance, puis ensuite il marque un essai dans la prolongation en contrant un adversaire à genêt. De la tête. Ouais. Et ensuite donc le Racing est champion après une longue période où le Racing n'avait pas été champion, c'était donc en 90. Et ensuite, il participe aussi au titre du Stade français, voilà, là aussi la renaissance du Stade français, 98, où il était entré en jeu dans cette finale qui était la première au Stade de France, avec Vincent Moscato et Bernard Laporte qui étaient entraîneurs. Voilà, je fais cette petite parenthèse quand même pour dire, est-ce que cet héritage, il est lourd à porter, on va dire sportivement, mais on va dire il est doublement lourd parce que ton père a eu une après-carrière difficile et voilà, qui s'est entre guillemets tragiquement terminée. Est-ce que ça a été pesant? Plus du tout. Vraiment, vraiment pas. Maintenant, je suis complètement apte d'en parler. Ça reste difficile, hein. Mais c'est quelque chose qui m'a fait grandir, qui nous a énormément soudés avec ma famille et mes proches. Et c'est vraiment une force maintenant. Et je suis fier de porter son nom. Et voilà, l'année dernière, quand j'ai porté le maillot et quand j'ai vu l'équipe de France. Ouais, de me l'équipe de France avec Abadie dans le dos, bah, je pense que c'était la plus grande fierté. Et j'aurais rêvé qu'il soit dans les tribunes pour voir ça, mais maintenant, c'est vraiment c'est pas du tout pesant, au contraire, c'est vraiment une force. Est-ce que tu as un truc connecté avec lui, je sais pas, un petit gimmick ou quelque chose J'écris toujours son nom là sur le poignet, un peu comme les Fidjiens qui font, et c'est un truc que j'ai fait depuis le moment où je l'ai perdu et que j'ai gardé. Donc c'était il y a 10 ans. Ouais, hein, on est sur l'année des 10 ans. Là. Ouais, 10 ans. Et donc tu écris son prénom? Papa, voilà. D'accord. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est... à tous les matchs. À tous les matchs, ouais. D'accord. Donc bon, écoute, c'est toujours c'est des souvenirs qui remontent. Est-ce que toi, ça a un impact sur ta vie, c'est-à-dire le rapport par exemple aux addictions, ou voilà, c'est un truc, t'es d'un sérieux draconien? Non, je vis ma vie comme bon me semble, mais après c'est sûr que ça a énormément joué, par exemple notamment sur l'après-carrière, sur les études, où du coup je sais ce que c'est l'après-carrière, je sais un peu les ravages que ça peut faire et comment ça peut être dur de basculer du monde du rugby au monde professionnel, donc c'est pour ça que je me suis bougé le cul pour faire des études, et du coup j'ai jamais lâché, j'ai eu mon master 2 et là j'hésite même à me relancer pour refaire un autre cursus, mais voilà, du coup je me prépare au mieux et j'en ai forcément conscience,
parce que voilà, c'est des choses que j'ai pas envie de reproduire. Que tu as vécu, on va dire, de l'intérieur et de près. C'est quoi ton Master 2 il est en quoi? J'ai fait l'école de commerce de Grenoble, donc c'est en management et c'est assez global, donc on s'est pas spécialisé, mais tu touches un peu à tout. Tu touches voilà, au commerce, au management, à la finance, donc c'est un truc un peu global. On va faire un petit questionnaire. Voilà, je t'en ai préparé quelques-uns quand même, parce que on a parlé de celui du sport. J'ai envie de te faire un petit questionnaire sur Toulon, ouais, parce que désormais tu es un Toulonnais. Adopté. Voilà. Si tu étais un ancien joueur toulonnais, tu serais qui? Pour rester dans les 3 amis, je vais dire Fernandez Lobé, parce que c'est un joueur, voilà, peut-être qui me ressemblait aussi un peu au niveau du profil, mais c'est un joueur que je trouvais beau à voir jouer et qui a marqué un peu l'histoire du club. Voilà, il fait partie de cette génération qui a remporté notamment 3 titres de champion d'Europe consécutifs. Si tu étais un ancien coach toulonnais? Je vais dire Bernard Laporte, parce qu'on est obligé de souligner ce qu'il a fait ici pendant ces 3 années, et ce qu'il a réussi à faire, c'est assez exceptionnel avec ces 3 titres de champion d'Europe et le titre de champion de France. Comment ça se passe quand tu croises Bernard? Il est bien connu ton père, enfin il y a forcément des liens, il y a toujours un petit... Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas croisé quand même, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisé. Mais ça me ferait plaisir de le revoir. Ouais. Si tu étais un moment d'histoire du RCT? Le doublé de 2014, parce que bon, on sait que c'est un truc qui a marqué l'histoire du club, que ici tout le monde continue à en parler, et c'est un truc dont tous les joueurs de rugby rêvent de faire un jour. On sait comment c'est difficile. Toulouse a réussi à le faire récemment, 2 fois, mais je suis obligé de penser à ce moment-là. Si tu étais un petit club partenaire du RCT là, qui sont autour? Je vais dire le Pradet, parce que c'est là où je vis et j'adore cette ville, donc le Pradet. Si tu étais un endroit, voilà, un peu en dehors de Mayol, mais cher à Toulon, là? Mais pareil, là, le port des Ourcinières vers la Garonne, et entre la Garonne et le port des Ourcinières au Pradet, parce que c'est un petit coin, voilà, un peu hors du temps, juste à côté de là où j'habite, et c'est magnifique. Si tu étais une phrase du Pilou-Pilou? Je les connais pas par cœur, mais je vais dire parce que Toulon. Parce que Toulon, comme Pierre aime si bien le dire, voilà, ici tout est différent. Et du coup, je pense que ça résume bien un peu la mentalité du RCT et de cette ville. Tu faisais référence au palmarès, là, cette série de victoires en Coupe d'Europe. Est-ce que c'est pas aussi un peu de pression là, pour vous, cette génération là, qui vient après, là, où on doit vous comparer toujours au Galactique, entre guillemets? C'est pas toujours facile. Après, la pression, on la ressent, mais elle n'est pas forcément pesante, parce qu'on a l'envie de gagner, on a l'envie de remporter des titres, et je pense que tous les joueurs qui signent à Toulon viennent pour ça. On avait déjà avant tout envie de remettre Toulon à sa place et de faire les choses progressivement, parce qu'on ne va pas être champion du jour au lendemain. Donc je pense que ça faisait 7 ans ou 6 ans qu'ils ne s'étaient pas qualifiés pour les phases finales jusqu'à l'année dernière. On a réussi à le faire, après ça s'est vite arrêté, mais je trouve qu'on progresse, voilà, saison après saison, et on est sur la bonne voie, en tout cas cette année, en se qualifiant pour les phases finales de Coupe d'Europe et en étant actuellement dans le trio de tête en top 14. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, et je pense que voilà, peut-être qu'un jour on arrivera à décrocher à nouveau un titre. En tout cas, c'est notre volonté. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as quitté Brive? Tu as fait passer combien de temps? 4 ans. 4 ans à Brive. Ouais. 4 ans à Brive, et tu es venu à Toulon. Pourquoi tu as choisi Toulon? Tu avais peut-être d'autres... Déjà, ce qui a fait que je suis parti, c'est la descente, malheureusement. Entre des deux? Ouais, parce que j'avais signé plus longtemps, et c'était un club c'est un club qui me tient vraiment à cœur, et c'est grâce à Brive que je suis là aujourd'hui. Mais voilà, c'est cette descente qui m'a fait partir. Et après, sur le choix de Toulon, c'est avant tout parce que voilà, quand j'ai eu Pierre au téléphone, j'ai aimé ce qu'il m'a proposé, le plan de jeu, et voilà ce qu'il voulait mettre en place au club. Donc ça a très bien accroché. Et puis c'est vrai qu'ici, moi j'ai grandi avec les années des Galactiques, comme tu en parlais un peu de ces 3 années, et ça a toujours fait rêver. Donc c'est un club avec un lourd héritage, puis un cadre de vie exceptionnel. Donc mon choix s'est fait assez facilement.
le discours du coach, ça compte là dans ce que tu nous racontes. Enfin, Ouais, tu es obligé d'accrocher quand même. Bah oui, parce que s'il propose un rugby dont tu n'as pas envie de jouer ou ça se passe mal avec le coach, tu sens pas forcément, tu n'as pas un bon feeling, je pense que ça va être plus compliqué là. Le fait de directement accrocher et d'avoir confiance au coach, c'est important. Et par exemple, qu'est-ce qui a fait que tu es allé à Brive? C'est un coach qui t'a fait aussi basculer vers Brive? Non, c'était différent parce qu'à l'époque, j'avais pas eu le choix, entre guillemets. Je voulais avoir un club de Pro D2 pour avoir plus de temps de jeu. Donc j'avais très peu de choix, c'était vraiment compliqué. Et j'ai eu l'opportunité de partir à Brive qui montait en top 14. Et je me souviens avoir la discussion avec ma mère qui me disait « Mais t'es sûr, tu veux pas partir dans un club de Pro D2 parce que là tu vas être en top 14, tu vas retrouver les mêmes problèmes. » Et je lui avais dit que si j'avais l'opportunité de rester en top 14 et de retenter ma chance dans un autre club, je la prendrais. Et au final, ça s'avérait payant et ça a été 4 années exceptionnelles. Comme quoi, il faut écouter sa maman ou pas alors? Ben là, je ne l'ai pas écouté. Bon, en tout cas, normalement, elle a de bons conseils. Ouais. Bon. Ouais. Est-ce que là, il y a un coach quand même qui compte quand tu es à Brive? Je reviens un peu en arrière, là, on était sur Toulon, mais est-ce qu'il y en a un est-ce que quand tu es pro, est-ce que quand tu démarres comme ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, techniquement, t'apporte des choses et qui te fait passer ce cap-là? Ben, j'ai un peu basculé, j'ai eu une grosse blessure, donc les 2 premières années, elles étaient un peu en dents de scie, et puis je jouais pas trop, je jouais surtout les matchs à l'extérieur et la Coupe d'Europe, mais l'arrivée de Arnaud Mella, ça m'a fait énormément de bien et évoluer en tout cas au sein du club. Voilà, je me suis très bien entendu avec lui, il m'a fait progresser sur énormément de secteurs, il m'a fait confiance. Voilà, il m'a beaucoup appris aussi au niveau de la touche. Et c'est vrai que j'avais une relation un peu particulière avec lui et je pense que grâce à lui en tout cas, j'ai pu jouer autant à Brive et il m'a apporté quand même énormément de choses. Alors il y a un point commun entre Brive et Toulon, c'est quand même ta régularité. Qu'est-ce qui fait qu'en faisant, tu fais quoi, 1m88 ? Ouais. Donc en n'étant pas le plus grand ni le plus lourd, tu nous en as parlé, tu arrives à être aussi constant, à jouer autant de matchs de la saison. Je crois que tu avais enchaîné sur 2 saisons 51 matchs, je crois. Hein, ça avait été un record. L'envie de jouer au rugby parce que c'est un sport qui me passionne et j'ai commencé à jouer tard. Au final, j'ai commencé à jouer vraiment, à enchaîner les matchs. Je devais avoir 23 ans. Puis j'ai rongé mon frein pendant peut-être 4 années avec les pros à être 24e joueur supplémentaire tous les week-ends à faire des déplacements et pas jouer. Donc le moment où j'ai eu l'opportunité de jouer et d'enchaîner les matchs, je voulais pas en rater un et c'est toujours le cas. Donc c'est pas toujours facile, mais j'ai aussi la chance d'avoir le corps qui suit. Et j'essaye de jouer le plus de matchs possible parce que c'est ce que j'aime et j'ai envie d'en profiter. Parce que ça dure pas longtemps une carrière au final. Ouais, mais quand tu prends des poids lourds, là, parce qu'il y a quand même de plus en plus ce qu'on appelle les gros porteurs, là, qui arrivent, les méafous, les mecs comme ça, là, quand il faut les prendre, c'est quoi la technique? Tu prends aux chevilles, tu te baisses et tu les prends aux chevilles. Il y a des mecs, faut éviter de les prendre en haut parce que sinon ça fait des dégâts. Voilà, il faut monter vite et fermer les yeux. Voilà, c'est ça. Bon, mais c'est un plaisir, ça, d'aller justement un peu repousser les lois c'est un peu les lois de la physique, là. Ouais, de toute façon, c'est un plaisir au rugby. Hein. Tu joues pas au rugby si t'aimes pas ça. Donc c'est sûr de mettre des plaquages offensifs à des mecs qui sont plus que toi ou plus costauds, ça fait toujours plaisir. Après, je suis pas le plus grand défenseur du circuit, j'en suis conscient, mais ça reste un plaisir de pouvoir se frotter à des mecs plus forts que toi et d'avoir ce rapport de combat, parce que voilà, c'est avant tout un sport de combat et c'est ce qu'on aime dans ce sport. Ce que tu aimes aussi, c'est la touche. Il y a quand même une science de la touche, quoi. Enfin, t'y passes du temps. Ouais, parce que comme je suis pas un joueur qui va faire énormément de différence, je suis pas le mec qui va crever l'écran à tous les matchs, j'ai dû me créer une espèce de super pouvoir et c'est ce qu'on a commencé à travailler quand j'étais au centre de formation du Racing, où je passais beaucoup de temps à analyser les touches, à analyser les adversaires, et c'est un truc que j'ai gardé, où j'ai voulu me différencier des autres par rapport à ça. Et ça a commencé à Brive où ça a très bien marché et j'essaye du coup de continuer et de me démarquer un peu sur ce secteur-là parce que c'est un secteur avant tout que j'aime bien et c'est un peu c'est de la stratégie, de l'analyse de l'adversaire, donc c'est quelque chose à part entière et hyper intéressant.
Est-ce que toi, naturellement, tu as une qualité de détente? Alors, il y a des lifts, il y a des soutiens, mais est-ce que toi, naturellement, tu as une qualité de détente qui fait que tu avais déjà une appétence pour la touche? J'ai une bonne détente, après je suis pas du tout le meilleur au niveau de la détente, mais je pense que du coup, comme je suis un peu plus léger que les autres, ben, on me jette plus facilement en l'air, je me déplace peut-être un peu plus rapidement au sol, mais avant tout, c'est surtout aussi les lifts, hein. Si les mecs te liftent pas, tu sers à rien, donc c'est vraiment un travail collectif. Donc là, comment tu travailles la touche, toi? Par exemple, dans ta semaine, tu affrontes une équipe le week-end, c'est quoi tu y passes combien de temps et comment tu arrives à préparer justement et à étudier l'alignement adverse? Bah alors déjà c'est propre à chaque équipe, je pense qu'on est maintenant, tous les clubs travaillent énormément la touche parce que c'est une vraie rampe de lancement et des vraies stratégies tous les week-ends, donc nous on a à peu près... on va avoir 2 grosses séances dans la semaine et après c'est des répétitions mais plus en marchant pour revoir la stratégie. Après, moi je vais analyser l'adversaire en avance, donc pendant la semaine pour préparer une stratégie offensive, analyser leur touche offensive pour préparer une stratégie défensive. Et puis on a Sergio Parissé qui est le coach et voilà, qui est son boulot à plein temps et qui analyse lui aussi. Donc c'est quelque chose qu'on partage toute la semaine. On a un groupe de leaders où on partage nos analyses et on décide de la stratégie pour le week-end. Et ça veut dire que quand tu affrontes l'équipe, bon, il y a ce que vous allez mettre en place vous, bon, ça, ok, mais tu sais quasiment... comment essayer de les contrer, au mieux en tout cas. Mais je veux dire, tu connais à peu près, il y a de l'espionnage pour les annonces, tu sais qu'ils ont X combinaisons, comment ça se passe? C'est ça, en gros, on essaie d'adapter notre défense en fonction des alignements, parce qu'il y a différents alignements, il peut y avoir des alignements à 4, 5, 6, 7. Donc d'adapter notre stratégie défensive en fonction des alignements. Après, tu vas analyser des récurrences chez l'adversaire, donc essayer de te préparer à ça. Sauf que du coup, des fois, ils inventent des choses, donc c'est aussi de l'imprévu et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est comment s'adapter pendant le match à des choses que tu n'as pas préparées parce que l'adversaire c'est à innover. Donc c'est ça aussi qui est hyper intéressant. Donc en tout, il y a combien de combinaisons À l'infini, ça peut être infini. Tu peux toujours inventer des systèmes différents de positionnement, de combinaisons, mais tous les clubs font des touches différentes. Et vous, là, quand tu pars sur un week-end top 14, tu as quoi dans la tête? Pour ta stratégie offensive, t'en as combien? Nous, en gros, on prépare des touches en fonction de nos lancements. Donc on va avoir 5-6 lancements par match et en général, on a une vingtaine d'options par week-end sur les touches. D'accord. Et le capitaine de touche qui pendant le match, du coup, annonce et choisit en fonction de l'alignement, du nombre de joueurs et de la combinaison, tout simplement. Le capitaine de touche, il est forcément d'accord avec le demi-mêlée? Ouais, c'est mieux. Non, mais est-ce que ça arrive Oui, ça arrive, bien sûr. Il y a des fois où tu es plus à l'aise sur certains secteurs et du coup, tu dois t'adapter pendant le match, mais c'est mieux qu'ils soient d'accord. Ouais. Et en tout cas, quand il y a point de désaccord, qui a le dernier mot? Qui tranche? Chez nous, du coup, la touche. Parce qu'avant tout, il faut avoir ton ballon. Donc, si le neuf n'a pas le ballon avec la touche, il ne pourra pas choisir. Voilà. Donc, il y a une petite négo. Là, quand on vous voit parler, là, quand vous allez en chemin vers la touche, ça négocie un peu. C'est plus surtout pour se mettre d'accord sur la combinaison qu'on va faire et préparer. C'est pour ça que tous les clubs font pareil. Oui, bien sûr. En tout cas, il peut y avoir des petits temps de négociation, entre guillemets. Ouais, voilà, c'est normal. Tu disais donc que tu étais venu à Toulon parce que le plan de jeu te correspondait. Tu étais en accord avec ce que te proposait Pierre Mignoni. Si tu devais le résumer, ce plan de jeu, comment tu caractériserais le jeu de Toulon? Au-delà du plan de jeu, c'est aussi l'ambition du club et le projet de Pierre, voilà, de construire sur le long terme et de remettre Toulon à sa place et au plus haut niveau. C'est avant tout ce qui m'a plu et fait venir ici. Après, le plan de jeu, c'est un plan de jeu... toutes les équipes ont un plan de jeu assez similaire, j'ai envie de dire, avec un système un peu classique avec des cellules d'avant et on a tous à peu près le même, à part certaines équipes qui jouent un peu différemment, mais voilà, c'est un peu similaire où on essaie de toucher le plus de ballons possible. Donc on ne révolutionne pas le rugby, mais en tout cas, voilà, Masso, donc Andrea Massi est venu ici à essayer de mettre en place un plan de jeu et qu'on a mis du temps
se l'approprier, mais on se l'approprie de mieux en mieux. Et je trouve que cette année, on joue beaucoup mieux par rapport à l'année dernière. Et ça se voit par nos résultats. Donc c'est une bonne chose, on prend beaucoup plus de plaisir. C'est quoi le match justement où tu t'éprouves du plaisir? C'est le match type Ben, c'est pas forcément le fait de marquer des essais. Il y a des matchs où tu vas gagner de très peu avec un score serré et tu vas prendre beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que cette année, on arrive à gagner des matchs en mettant 40, 50 points. Et c'est des choses où on arrivait moins l'année dernière. Donc c'est qu'on arrive à être plus offensif, plus tranchant et en tout cas pragmatique avec le ballon. Donc c'est sûr que quand tu arrives à mettre plusieurs essais, t'es content, quoi. Le plaisir pour un troisième ligne, c'est quoi? C'est faire le lien avec les autres? C'est un peu ça, être un peu le... Ben, ça dépend des troisième lignes. On ne joue pas tous pareil. Mais moi, avant tout, c'est ça. C'est être bon, c'est toucher des ballons, faire le lien avec les trois quarts, plaquer et pas faire d'erreur. Puis voilà, faire un bon match en touche et gagner. Donc c'est un peu là où j'adore le fait d'être troisième ligne, c'est que tu touches un peu à tout. Tu dois être bon en défense, bon en attaque, tu es en touche, tu es un peu partout et tu touches un peu à tout. Donc il n'y a pas de récurrence en tout cas. C'est vraiment mixte et hybride. Tu parlais de Fernandez Lobé, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui étaient un peu tes références quand tu es plus jeune et même encore aujourd'hui? Non, parce que j'ai jamais trop eu de modèle rugbystique et grandi en rêvant d'être une personne. J'ai regardé tous les sports, donc j'apprends un peu de tous les joueurs et même les joueurs que j'affronte toutes les semaines. Donc j'essaye de m'inspirer au quotidien quand je m'entraîne avec tout le monde, même ici en club. Donc je pense qu'il y a du bon à tirer chez tout le monde et j'essaye de m'imprégner de ça. Est-ce que quand on est sur le terrain, il y a quand même des performances physiques assez impressionnantes je pense à votre ailier fidjien ou le centre néo-zélandais, il y a quand même toujours une explosivité chez ces joueurs qui est assez impressionnante. Est-ce que même quand on est sur le terrain, on est impressionné? Bah, t'as des mecs qui ont des qualités exceptionnelles ou même Gaël Dréan qui va très très vite aussi. Ouais, c'est des mecs c'est des facteurs X, un peu comme on les appelle chez nous. Il y a des mecs qui vont nous mettre toujours dans l'avancée parce que c'est des gros porteurs de balles. Je pense à Lester, comme tu disais, ou encore Facundo, Issa, où c'est des mecs très costauds qui vont nous faire avancer. Et des joueurs comme Gaël ou Juta, dès qu'ils touchent le ballon, tu sais qu'il peut se passer, ils peuvent aller marquer tout seuls, que ce soit pareil pour Gabin. C'est des joueurs qui sont capables de faire la différence et de battre plusieurs défenseurs sur une prise de balle. Donc on est conscient de ces atouts-là et il faut qu'on s'en serve le maximum. Mais ça t'impressionne pas, quoi? Bien sûr, ça m'impressionne. Mais il y a des fois où quand Juta il a la balle et qu'il commence à courir, il reste trois défenseurs, mais t'arrêtes de courir parce que tu sais qu'il va aller au bout. Parce qu'on le connaît, c'est des mecs avec un talent exceptionnel. Ouais. Et quand on s'entraîne avec eux, comment on fait? Il y a de l'opposition aujourd'hui à l'entraînement, vu les chocs et le nombre de matchs que vous répétez. Est-ce qu'à l'entraînement, vous êtes épargné par rapport à ça? Il y en a, mais très peu. Il n'y a jamais vraiment du contact à 100%. Ou alors, si on va le faire pendant 5-10 minutes dans la semaine, mais avec la répétition des matchs et le programme qu'on a, c'est impossible. Tu ne peux pas te permettre de te rentrer dedans toute la semaine, tout le long de la semaine. C'est trop, sinon, physiquement, c'est trop dur à encaisser. Donc, on va avoir à peu près 10 minutes de contact par semaine. Sinon, après, c'est du ceinturé. Il y a du contact, mais c'est pas à 100% comme le week-end. Voilà, c'est aussi la santé des joueurs qu'on préserve. Ça t'inquiète, toi, justement, ce sujet-là de la santé des joueurs, les commotions, tout ce qu'on entend, les dégradations que vous pouvez subir, les séquelles? Inquiéter, non. Après, j'en suis conscient que c'est un sport hyper dangereux, hyper traumatique. Je ne suis pas sûr qu'on fera des très beaux vieux, parce que ça laisse énormément de marques et je pense que tous les joueurs pros passent obligatoirement une fois par la case opération et des douleurs un peu quotidiennes. Mais c'est grave, il y a énormément d'accidents, que ce soit chez les plus jeunes et même au haut niveau. Le club traverse une période de deuil en ce moment avec la perte d'un jeune suite à un match. Donc on en est conscient et évidemment qu'on vit avec ça. Après, c'est pour ça qu'on se prépare au mieux, on essaye de préparer notre corps à tous ces chocs. Après, aujourd'hui,
World Rugby et la fédération fait le maximum pour protéger la santé des joueurs et je pense que c'est une bonne chose. Il y a... On parlait de ta maman tout à l'heure, elle regarde les matchs? Ouais, après ça reste une mère. Je pense que c'était comme toutes les mères de rugbyman, elles ont toujours ce petit pincement au cœur ou ces petites peurs quand on est sur le terrain, mais ouais, elle regarde les matchs. Toi, t'as jamais peur sur le terrain? Non. Non, parce que c'est une bonne... Enfin, t'as une pression de rentrer, mais c'est une bonne pression. C'est l'envie, t'as envie de rentrer. Mais si t'as peur, c'est pas bon signe, je pense. C'est une peur que t'adores, c'est la pression d'un match parce que t'as le trac. de jouer, et voilà. Mais non, c'est pas une peur. T'as pas peur, non. T'es galvanisé par cette peur. Quand on rentre à Mayol la première fois, c'est différent des autres? Bah, j'avais joué à Mayol en étant à Brive. Et je m'étais toujours dit que c'était un endroit assez exceptionnel, mais la première fois que tu rentres avec le maillot de Toulon, c'est un de mes meilleurs souvenirs ici. Et voilà, c'est un stade. C'était quel match? C'était contre... C'est une très bonne question. Je crois que c'était contre Pau ou Castres. Je me souviens plus exactement de l'adversaire, mais je me souviens surtout de ce couloir et de cette sortie avec le pilou-pilou. Voilà, avec le maillot rouge et noir, et c'est un souvenir qui restera à jamais. Mais le pilou-pilou, c'est du folklore. C'est du folklore, mais c'est un truc un peu mythique, où moi, voilà, j'ai toujours grandi en regardant Toulon et en rigolant avec mon frère à faire le pilou-pilou derrière la télé. Donc c'est un truc voilà, qui est un peu un cri d'hier, mais comme tu as envie de te dire le haka, tu peux penser que c'est un folklore alors que c'est quelque chose de mythique et ça galvanise les joueurs. Donc je pense que c'est un truc qui nous galvanise aussi et tu dis voilà, que tu ne dois pas passer à côté et c'est mythique quoi, parce que c'est aussi un héritage que tu portes des générations précédentes et tu as envie de les rendre fiers. Il est plus dur le public toulonnais que le briviste. Le public briviste est un public de connaisseurs aussi et qui a vécu de belles heures et qui est aussi exigeant. Est-ce que les Toulonnais sont plus durs? Ouais, ils sont coquins. Ils t'apportent énormément de soutien quand ça gagne et ils sont un peu plus durs quand ça perd. Après, c'est normal parce que c'est des passionnés, c'est des mecs qui ont grandi avec ce club, avec cet héritage et notamment avec les grandes années de Toulon. Donc, ils ont envie de connaître cette joie à nouveau parce que voilà, c'est des passionnés et quand ça gagne, c'est les plus heureux. Donc, on a envie aussi de les rendre heureux et les rendre fiers. Mais pour moi, c'est quelque chose de normal. Voilà, on leur doit aussi de gagner et de les rendre fiers parce qu'ils nous apportent énormément de soutien tout au long de l'année. Bon, moi, ton premier match à domicile, c'est Bayonne. Nickel. Mais voilà, Bayonne. Voilà. Mais enfin, en tout cas, pourtant, c'est pas si vieux. Saison 2023-2024, on est d'accord. Ouais, c'est l'année dernière, c'est pas si vieux, mais bon, sinon les chocs ne font aucun voilà. dégât. Hein, tout va bien. Oui, donc Toulon, c'est quand même un esprit à part. Est-ce qu'on devient est-ce que ça influe sur ton jeu en fait, tout ça? Est-ce que tu deviens plus combattant quand tu joues à Toulon qu'ailleurs? Est-ce que il y a quand même une dimension ici liée au combat, au jeu d'avant, qui est peut-être plus marquée qu'ailleurs? Bah Brive, ça jouait pas trop derrière non plus. Donc contrairement au Racing où c'était un peu l'opposé, mais je pense que je l'ai vraiment, voilà, je l'ai ressenti à Brive avant tout et du coup j'ai pas changé ma manière de jouer. En venant à Toulon, c'est un peu deux clubs qui sont assez similaires sur leur type de jeu. Donc j'ai appris à Brive et je l'ai confirmé à Toulon. Mais c'est deux types de clubs avec un héritage assez lourd et un jeu qui se porte énormément sur leur jeu d'avant. Moi après je suis pas le plus costaud, mais c'est vrai qu'on a un pack avec des gabarits, des mecs assez costauds. Et je pense que avant tout quand on joue Toulon, c'est ce que les mecs se disent actuellement. Tu as connu l'équipe de France la saison dernière, une sélection face à l'Italie. C'est ça. Et c'était à Lille. Bon, ça ne s'est pas terminé par une victoire. Non. Mais ça reste un bon souvenir? Oui, bien sûr. Sur le plan individuel, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'était mon rêve de gosse. En plus de pouvoir le faire en France devant toute ma famille, devant
devant mes amis, c'est un souvenir qui restera gravé à jamais. Après, collectivement, ça reste une frustration parce qu'on avait fait un mauvais tournoi et on a de la chance encore que ça se solde par un match nul parce qu'on aurait pu perdre ce match. Mais donc voilà, c'était une déception, une frustration sur le plan collectif, mais en tout cas, individuellement, j'en garde un très bon souvenir. Quand tu vois le tournoi de cette année 2025, qui se termine par une première place, tu te dis j'aurais aimé y être, ou j'étais pas dans le bon wagon l'an dernier, ou Évidemment que j'aurais aimé y être. J'ai été, parce que oui, j'étais dans le groupe élargi, mais évidemment que j'aurais aimé y être. Après, je suis hyper heureux pour eux et ils le méritent et je suis content pour l'image du rugby français et ce que ça apporte. Franchement, ils le méritent amplement. Et puis après, c'est à moi d'être meilleur pour réussir à y être l'année prochaine. Donc, tout simplement, il faut juste, ça passe par mes prestations à moi et après, pour avoir la chance d'y être. Esteban, merci. One, two, trio.